donc on va avoir le plaisir tous les deux et on va se présenter. Donc Pierrick Bedouche, moi je suis professeur de pharmacie clinique et responsable du pôle pharmacie au CHU de Grenoble. Et Françoise de Crozel, je suis pharmacien gérant dans un institut du cancer sur Avignon, affilié Unicancer. Et donc on va modérer cette session. Alors on a pris un tout petit peu de retard pour essayer de ne pas trop prendre de temps sur le temps de pause. On va demander effectivement aux intervenants d'essayer de respecter les timings de présentation, et donc une session consacrée aux enjeux des nouvelles missions du pharmacien en cancérologie et valorisation des activités de pharmacie clinique. Donc, on va accueillir le premier candidat. Je dirais qu'on n'a pas besoin de le présenter. Donc, à toi, Florian, et tu vas nous dire si a-t-on vraiment besoin de nouvelles compétences pour faire des entretiens pharmaceutiques. Merci. Alors, hop. Donc, à partir des JPCO, il est quand même né de nombreux projets, et c'est vrai que c'est Fadila qui est toujours très motrice dans les référentiels. Elle en a parlé elle-même ce matin, et comme Fadila fait partie des personnes, on va dire, historiques des JPCO, elle s'était adressée vers nous pour mettre en place… Non, mais allez, si vous voulez, on va dire, alors on va mettre historique qui était présent dès la création et à la naissance des JPCO. Allez, on va dire ça. Et donc, elle nous a demandé justement de se mettre autour de la table. En plus, en même temps, il y avait les entretiens avec les avenants, il y avait Oncolink qui se déployait. Et elle nous dit il faut absolument accompagner nos pharmaciens qui sont moins experts, qui ne font pas forcément de la cancérologie en grande quantité dans ces nouvelles missions pour harmoniser les pratiques. Et donc, c'est un référentiel qui est très est de la France, puisque ça regroupe la région Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, sous le pilotage de Fadila, donc ORA, et dans le cadre de l'association des coordinateurs des réseaux de cancérologie. Les sociétés savantes de pharmacie, que ce soit la SFPC et la SFPO, est également aux côtés du projet. Donc, ce référentiel, voilà les différents auteurs. Donc, pour gagner du temps, hop, j'accélère. Donc, pourquoi on l'a créé? On l'a vu, chronicisation de la maladie, développement des entretiens, développement d'hôpitaux de jour avec la circulaire frontière, Oncoral puis Oncolink. Donc, tout le monde s'y mettait. Il fallait quand même harmoniser les pratiques de notre côté, puisqu'on savait qu'il y avait quand même un gap. La cancérologie n'était pas forcément la discipline qui est occupée le plus nos confrères de ville. Et pareil, en termes d'hospitalier, on est quand même un nombre très limité à faire des entretiens à nos patients sous thérapie orale. Donc, le référentiel a bien évidemment été défini et a pour objectif de définir les besoins, de définir les compétences à avoir et bien évidemment de colliger l'ensemble des outils qui sont déjà disponibles pour réaliser ces entretiens en oncologie. Donc, voici le parcours qu'on avait designé. C'est un parcours complexe, pluriprofessionnel, intervenants hospitaliers, libéraux, ce qui fait qu'il y a énormément d'intervenants, et il nous a semblé important que dans les compétences, il y a à la fois des compétences purement pharmaceutiques, des compétences qui soient destinées à accompagner les patients, mais également des compétences pour savoir travailler entre nous. Donc, quelles compétences? Donc, on a commencé par travailler sur les compétences relationnelles, donc qui sont basées quand même sur les compétences que l'on retrouve dans l'éducation thérapeutique hors cancérologie, bien évidemment. Mais on a voulu insister sur quelque chose que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres maladies, c'est les notions de rémission, qui ne veut pas dire guérison, de rechute, de stade métastatique, puisque tout ça, c'est quand même des composantes psychologiques au moment du parcours des patients atteints de cancer qui sont assez spécifiques et qui peuvent réellement, faire modifier le discours des patients, enfin des pharmaciens en direction des patients. C'est-à-dire que on ne peut pas forcément utiliser le même vocabulaire quand vous êtes en situation adjuvante que quand vous êtes en situation métastatique, et c'est important qu'en tant que professionnel de santé, on maîtrise ces différences de discours. Et également, il faut avoir un discours homogène, c'est-à-dire qu'il faut que les termes employés par les oncologues et à l'hôpital soient repris par les officinaux pour qu'il n'y ait pas de contradiction, puisqu'il n'y a rien de plus perturbant pour les patients que deux professionnels de santé qui les prennent en charge ne tiennent pas le même discours pour une même maladie.
En organisationnel, alors là, c'était quand même quelque chose qui est toujours un peu un défi, puisque bon, même si au 1er janvier 2024, le DMP devrait a priori être un élément maintenant très facilitateur pour échanger des informations, à l'époque, ce n'était pas le cas. Auvergne-Rhône-Alpes était en avance sur PACA. Hein. Ils avaient déjà un dossier communicant de cancérologie qui était plus fourni que celui que nous, on pouvait utiliser. Et donc, faciliter justement l'adaptation du langage et la connaissance exacte du dossier des patients. Mais également, il fallait aussi répondre à la problématique de qu'est-ce qu'on transmet comme information pour que le suivi se fasse entre la ville et l'hôpital et qu'il y ait un véritable continuum entre, justement dans le parcours du patient. Et il était également important de se dire que le travail ne soit pas fait en double. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les patients arrivent à l'officine en disant ça, j'ai déjà tout fait à l'hôpital. Hein. Je ne comprends pas pourquoi je le refais avec vous. Puisque, pour le coup, on peut dire qu'en tant qu'hospitalier, on a plus facilement la confiance des patients sur la partie cancérologie, je ne dis pas sur la prise en charge globale du parcours, mais comme ils nous voient aux côtés de l'oncologue et aux côtés de l'équipe médicale, on est plus facilement identifié comme expert, entre guillemets, en cancérologie. Et après, il fallait bien évidemment tout un volet sur les compétences à la fois cliniques et pharmacologiques. Donc, bien maîtriser la notion de situation palliative qui n'a rien à voir aux soins palliatifs. Une situation palliative, c'est juste que on sait que les traitements qu'on va mettre en œuvre ne vont pas avoir pour objectif la guérison, mais le contrôle de la maladie, qui n'a rien à voir de quelqu'un qui rentre en soins palliatifs et là pour lequel on donne vraiment de la chimiothérapie pour entre guillemets, la fin de vie. Également, savoir placer les patients dans la stratégie. Quand vous êtes aux côtés de l'oncologue, que vous participez au RCP, que vous êtes dans le service, vous savez si votre patient est en première, deuxième, xème ligne de traitement. C'est des informations qui, pour les officinaux, n'est pas forcément accessibles, enfin, qui ne sont pas forcément accessibles. Donc, ce qui rend plus complexe également la prise en charge de ces patients-là. D'où la nécessité que nous, on leur transmette ces informations-là dans les comptes rendus de consultation que l'on peut faire à l'hôpital. Il fallait également les associer dans les mesures préventives, c'est-à-dire que tout ce qui est moi sans tabac, etc., c'est des actions que les pharmaciens d'officine savent faire, que nous, on n'a clairement pas le temps de faire à l'hôpital. Donc, justement, déjà, intégrer des missions que les pharmaciens d'officine ont dans le plan pharmaceutique personnalisé de nos patients pour que, justement, il y ait un véritable échange et une véritable collaboration et coordination sur les différentes actions que l'on pouvait mettre en place. Par exemple, on disait l'hôpital va s'occuper du suivi pharmacologique, donc on va s'occuper par exemple de doser les médicaments dans le centre des thérapies orales parce qu'on a les plateformes techniques sur nos CHU, sur nos centres experts, mais par contre mettre en place tout ce qui est sevrage tabagique avec nos confrères de ville. Et aussi familiariser nos confrères de ville avec les sociétés savantes médicales expertes en oncologie, donc qui soient à l'international l'ASCO et l'ESMO, et puis au national tout ce qui est AFSOS et les référentiels INCA. Il fallait également s'apprendre à gérer les toxicités, mais ça, à la limite, ce n'était pas la chose la plus compliquée, c'était déjà grader l'intensité de l'effet indésirable, puisque de façon commune en cancérologie, à partir d'un effet indésirable de grade 3, c'est l'hospitalisation qui est globalement retenue pour tout effet indésirable. Et ça, il fallait les former, les aider, leur donner les outils pour arriver justement à faire ce tri, parce que les patients peuvent se présenter à l'officine en déclarant tel et tel effet indésirable, ayant tel et tel impact sur leur qualité de vie, et une prise en charge anticipée a maintenant largement été démontrée dans la littérature que c'était gage de meilleure efficacité et de réduction à la fois de la durée d'hospitalisation et de l'hospitalisation en soins. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment former, puisque pour le coup, que ce soit en formation initiale, à la formation initiale, c'est pas ce qui est forcément le plus appris à nos étudiants, et encore moins pour les générations précédentes. Et il fallait également les aider à rendre leur donner des outils pour rendre les patients autonomes, pour qu'eux aussi arrivent à relativiser la gravité des effets indésirables qu'ils développaient. Parce qu'il y a certains effets indésirables qui peuvent être
très perturbants, par exemple une diminution de l'acuité visuelle, une vision floue, et pourtant c'est un effet indésirable connu du médicament. On ne fera pas grand-chose, pas plus l'oncologue que l'ophtalmologue. On sait que c'est quelque chose qui est transitoire, et justement pour relativiser certains effets indésirables qui pouvaient être finalement handicapants de façon transitoire, mais finalement très bénins. Et il fallait également être capable d'intégrer à notre discours toutes les médecines complémentaires. Volontairement, je ne parlerai pas d'alternatives, puisque l'alternative, c'est quelque chose qu'il faut, en tant que professionnel de santé, rejeter. C'est toujours l'évidence-based médecine qui base nos connaissances. Par contre, il y a des thérapeutiques complémentaires qu'il ne faut absolument pas nier, puisqu'elles sont présentes, très présentes même. Ne pas en parler, faire l'autruche, entre guillemets, c'est quelque chose qui ne restaurera pas, qui ne facilitera pas la confiance entre professionnels de santé et patients. Les écouter, les connaître, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais surtout, ça ne veut pas dire qu'on est contre tout, parce qu'il y a plein de pratiques de médecine complémentaire qui ne poseront aucun problème avec le traitement oncologique de référence. Et donc ça, on l'a vu, comme ça. Et surtout, pour ne pas conclure, finalement, le but de ce référentiel, c'était d'accompagner, d'écouter les patients pour pouvoir, aider les professionnels de santé, les pharmaciens à mener les entretiens pharmaceutiques pour maîtriser la communication autour de la cancérologie, maîtriser l'environnement de la cancérologie qui, pour certains, est un nouvel environnement. Maîtriser les thérapeutiques, ça c'est le gros enjeu puisqu'il y a énormément de nouvelles molécules qui arrivent sur le marché. Les lignes de stratégie thérapeutique évoluent très rapidement au cours du temps. On s'est retrouvé pendant très longtemps, par exemple, dans le cancer du sein HER2 triple positive avec des lignes plutôt figées. Et puis là, au cours des 2-3 dernières années, les lignes, surtout en métastatique, ont complètement changé. Identifier les professionnels ressources dans le parcours. Ce n'est pas, comme on l'a dit ce matin, qu'une histoire de médecin, pharmacien, infirmier. Il y a besoin de l'activité physique adaptée, il y a besoin de psychologues, il y a besoin de socio-esthéticiennes, etc. C'est important d'orienter les patients vers ces professionnels-là pour les aider à mieux vivre la maladie. Je pense que le témoignage de la fin de matinée nous invite à continuer à investir dans la collaboration avec des métiers hors professionnels de santé. Et surtout, là, pour le coup, à des buts directement de prise en charge, c'est savoir identifier les fameuses situations à risque. Il n'y a pas que la neutropénie fébrile qui va être à risque pour nos patients sous anticancéreux. Merci. Merci Florian. Est-ce qu'il y a des interrogations dans la salle ou en distanciel? Donc, en vraie vie, Florian, c'est déjà intégré dans la formation des futurs pharmaciens? Alors, je peux parler pour Marseille. Donc ça, c'est sûr que oui. En 6e année, il y a un module thérapie orale de 30 heures qui consiste à 1, voir les stratégies, 2, apprendre à grader et 3, savoir orienter. On le duplique forcément sur le modèle de formation continue et je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même familiarisé dans un grand nombre d'universités aujourd'hui, puisque c'est quand même les révolutions. Hein, je pense qu'on peut utiliser le terme de révolution, Félicia, pour la profession. Oui, mais pas trop des sauvages, je suis d'accord. Donc oui. Merci Florian. Écoutez, ce qu'on vous propose, et comme ça, s'il y a d'autres questions, c'est qu'on va effectivement passer aux autres interventions. On va accueillir le professeur Stéphane Honoré, qui va aborder un sujet d'actualité également majeur, pas uniquement dans le domaine de la cancérologie, avec l'arrêté du 21 février 2023 sur les missions du pharmacien clinicien, modèle de protocole et guide de codification. Et Stéphane Honoré, ancien président de la SFPC, qui a beaucoup porté ces sujets-là dans le cadre de son mandat notamment. Merci Pierrick. Alors oui, effectivement, je vais vous parler. Alors là, je pense qu'effectivement, on peut parler d'une révolution quand même parce que c'est assez brutal. L'arrêté du 21 février 2023, mission du pharmacien clinicien, modèle de protocole, je vais en discuter, puis guide de codification des activités. Non, c'est pas là, c'est là. Alors, de quoi parle-t-on? Effectivement, depuis 2020,
depuis 2020, avec la loi ASAP, a été introduit dans la mission des pharmacies à usage intérieur une nouvelle mission qui consistait à permettre aux pharmacies à usage intérieur, et donc aux pharmaciens qui y exercent, de renouveler et adapter les prescriptions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, renouveler, adapter les prescriptions? Bon, on n'est pas le premier pays à le mettre en œuvre. Il y a quand même d'autres pays qui l'ont mis en œuvre avant nous. Et ça consiste, en fait, pour un pharmacien, d'avoir la capacité de renouveler et adapter les traitements de manière autonome. Alors, jusqu'à présent, notre implication de pharmacie clinique dans les parcours de patients, ce n'était pas autonome. On était en aide au suivi thérapeutique à travers l'oncologue, alors si je parle pour l'oncologie, ou à travers le médecin. Là, l'idée, c'est de permettre aux pharmaciens d'être autonomes, ce qui n'exclut pas l'interprofessionnalité, ce qui n'exclut pas la collaboration, ce qui n'exclut pas la proximité avec l'équipe médicale, mais de permettre aux pharmaciens d'avoir un acte effectivement autonome pour renouveler et modifier les prescriptions en fonction de l'évolution clinique du patient, avec donc des possibilités de modification, comme vous pouvez le voir, aussi bien sur les doses de médicaments que supprimer, ajouter, substituer un médicament par un autre, dans le but bien sûr d'optimiser la thérapeutique du patient. Alors, cette mission a été quand même reconnue au niveau international comme apportant de l'efficience et de l'efficacité dans la prise en charge des patients, notamment parce que ça donne aux pharmaciens une capacité d'action qu'ils n'avaient pas forcément. Et on sait que l'efficacité d'une action dépend de la capacité d'action qu'ont les personnes qui mènent une action. Et donc là, de pouvoir agir effectivement directement sur le patient montre une certaine efficacité. Alors, au niveau législatif, comme je vous le disais, il y a eu 2 étapes dans nos missions de PUI. La première était, ça change tout seul. La première était l'ordonnance PUI de 2016 qui avait introduit, notamment dans l'article 5126-1 du Code de la santé publique, les nouvelles missions de pharmacie clinique dans l'alinéa 2. Et puis, comme je vous l'ai dit, la loi ASAP 2020 a introduit une nouvelle mission de renouvellement et adaptation des prescriptions pour un nombre de pathologies qui devront être fixées par arrêté. Alors, cet arrêté a été publié le 21 février, ça change tout seul, hein, c'est pas moi qui change là. Le 21 février 2023. Et qu'est-ce que nous dit cet arrêté? C'est que cette mission, elle concerne pour le pharmacien l'ensemble des pathologies, donc il n'y a pas de restriction sur les pathologies, mais une condition juridique à cette large ouverture, c'est-à-dire pour des patients qui ont bénéficié d'une activité de pharmacie clinique définie dans le Code de la santé publique. Et ça, c'est important parce que c'est un prérequis à la mission. Donc ça va finalement, cet alinéa dans l'arrêté va juridiquement associer 2 missions entre elles, qui étaient décrites dans l'arrêté précédent, c'est-à-dire la mission de pharmacie clinique à la mission de renouvellement adaptation de prescription. Alors que normalement, 2 missions sont indépendantes. Là, juridiquement, on crée un lien entre ces 2 missions. Et puis un deuxième alinéa qui précise que dans certaines situations, pour certains médicaments qui sont inscrits au programme d'action d'établissement, et pour les médicaments qui sont dispensés par les pharmaciens dans le cadre de la rétrocession, eh bien, on peut également, le pharmacien pourra faire des renouvellements d'adaptation de prescription, mais là, d'une manière non liée à une autre mission, c'est-à-dire non liée à la pharmacie clinique ou non liée à un autre acte du pharmacien. Alors, en général, plutôt dans le cadre, finalement, de son acte de dispensation. Alors, cette mission, elle concerne l'intra-hospitalier, mais également la rétrocession, vous l'avez compris, et puis également la possibilité sur les sorties hospitalières, puisque les prescriptions du pharmacien, en l'occurrence, pourront être honorées par les pharmaciens d'officine, à la condition que l'ordonnance de sortie comporte un double RPPS, le RPPS du chef de service médical ou du médecin oncologue, et le RPPS du pharmacien et la signature du pharmacien. Alors, ce sont des protocoles, parce que c'est encore expérimental, bien sûr. C'est surtout qu'on veut surveiller ce qui va se passer dans cette nouvelle mission. Donc, ce sont des protocoles qui sont réalisés à l'initiative et élaborés et mis en œuvre par les GHT ou les établissements de santé.
sur décision du directeur d'établissement et qui va le déclarer au directeur général de l'ARS. Et bien sûr, il faut un avis conforme de la CME d'établissement ou de territoire. Et il y a un certain nombre d'indicateurs à suivre. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est le nombre de patients inclus dans le dispositif, le suivi des événements indésirables graves et la satisfaction à la fois des médecins et des pharmaciens dans ce dispositif. Alors, je rappelle, Florian en a parlé tout à l'heure dans une des diapositives, mais finalement, donc, il y a un prérequis, pardon, oh là là, il y a un prérequis à cette mission de renouvellement, adaptation de prescription, c'est les actions de pharmacie clinique. Donc, je vous rappelle que le décret P8 du 21 mai 2019 les liste avec dans un certain nombre d'activités, l'expertise pharmaceutique clinique, pour assurer le suivi thérapeutique des patients. C'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, hein, c'est assurer le suivi thérapeutique de manière autonome. La réalisation donc des actes de bilan de médication, de plans pharmaceutiques personnalisés, les entretiens pharmaceutiques dont on a parlé, et puis un alinéa 5 qui préjugeait un petit peu cette capacité à pouvoir renouveler, adapter, qui était la capacité par le pharmacien d'élaborer des stratégies thérapeutiques permettant d'assurer la pertinence et l'efficience des prescriptions. Alors, tout ce que je viens de vous dire a été quand même travaillé par la Société française de pharmacie clinique sous la forme d'un modèle et sur la forme de recommandations de bonnes pratiques concernant notamment l'expertise pharmaceutique clinique, hein, qui doit être considéré aujourd'hui comme le raisonnement clinique du pharmacien pour pouvoir renouveler et adapter les prescriptions. C'est comme ça qu'il a été écrit et réfléchi. Alors, cette mission nécessite, vous l'avez vu dans le texte, la rédaction d'un protocole d'établissement qui va être soumis au directeur général de l'ARS, déclaré en tout cas. Mes diapos passent toutes seules, c'est normal? Hein, Catherine, c'est toi? Donc, elle passe toute seule, hein, voilà. Bon, donc il y a un protocole qui est présenté ici, dans lequel il faut effectivement déclarer le périmètre de votre protocole, la présentation générale de comment ça va être mis en œuvre dans votre établissement, quel service ça va concerner ou quel type de patient ça va concerner, quels sont les médecins impliqués, les pharmaciens impliqués dans ce protocole. Ensuite, on va vous demander, et puis quand je change la diapo, ça passe pas. Il y a un endroit où je ciblais, voilà, les critères d'inclusion, les critères de non-inclusion des patients, parce que vous pouvez décider de ne pas prendre en charge dans ces protocoles. C'est pénible. C'est pénible, hein? Donc, vous pouvez définir des critères d'inclusion, de non-inclusion de patients, en énonçant des critères. Vous devez travailler sur l'information du patient, c'est capital. On est dans un schéma de non-opposition. Pour autant, il y a une information à donner au patient. Et puis, il va falloir déterminer quels sont les types d'interventions pharmaceutiques. Alors là, qui de mieux que d'avoir Pierrick Bedouche dans la modération pour vous dire qu'effectivement, son groupe au sein de la SFPC a travaillé depuis longtemps sur la valorisation des activités de pharmacie clinique et donc a défini tous les types d'interventions pharmaceutiques qui pouvaient être faites au moment d'une analyse d'ordonnance ou d'une expertise pharmaceutique clinique. Et bien là, l'idée dans ce protocole, c'est de dire, pour rendre réglementaires ces interventions, quelles sont les interventions pharmaceutiques que le pharmacien aura le droit de transformer en renouvellement, adaptation de prescription, ou pas, de manière directe ou de manière concertée avec le prescripteur. Dans tous les cas, il pourra le faire, mais soit direct, c'est-à-dire de manière complètement autonome, soit concertée. Et c'est finalement ce protocole qui fera une foi juridique sur ce qu'a le droit de faire le pharmacien. D'accord ? On est parti sur un modèle d'expérimentation, donc c'est le local, les professionnels qui décident eux-mêmes du périmètre français, local, donc, de cette adaptation, de ce que veut dire adaptation de la prescription. Le renouvellement, c'est plus simple. Alors, je rappelle sur cette diapositive que effectivement, le processus d'expertise pharmaceutique clinique est indispensable puisque c'est le raisonnement clinique du pharmacien qui va conduire à la possibilité de renouveler et adapter une prescription. Alors, à l'issue de ce processus mental,
eh bien, le pharmacien va produire un avis pharmaceutique dans le cadre des 2 actes qui sont prévus, les bilans de médication ou les plans pharmaceutiques personnalisés. Et là, il y a 2 situations aujourd'hui. Soit effectivement, le pharmacien n'utilise pas la nouvelle mission, auquel cas, il va continuer son travail avec l'analyse des ordonnances et dispenser les médicaments. Mais par contre, s'il choisit de renouveler et adapter les prescriptions, les bonnes pratiques recommandent que ce ne soit pas le même pharmacien qui soit un pharmacien qui prescrive et un pharmacien qui dispense. Et ça m'a été confirmé par un certain nombre de juristes qui ont analysé effectivement cet arrêté et cette nouvelle mission. C'est qu'effectivement, fondamentalement, dans notre pays, on a toujours eu une dichotomie entre le prescripteur et le dispensateur, cette double sécurisation de la prescription, et qu'en aucun cas une nouvelle mission ne peut venir introduire une défaillance dans ce double contrôle entre un prescripteur et un dispensateur. Donc, le pharmacien dispensateur ne peut pas être celui qui renouvelle et adapte les traitements. Et ça, c'est hyper important à avoir en tête pour l'organisation du système, en tout cas de la mise en œuvre de ce dispositif. Alors, l'annexe 2 du protocole, c'est celle qui vous permet de décrire effectivement pour chacune des interventions pharmaceutiques, est-ce que vous la faites finalement en concerté avec le prescripteur ou de manière autonome. Et donc là, c'est valable bien sûr pour tous les médicaments. Vous pouvez faire des restrictions bien sûr sur certains types de médicaments, mais ça risque de complexifier beaucoup le protocole. Mais pour chacune des types d'interventions, donc, ou pour chacune des situations, des problèmes identifiés, des problèmes liés à la thérapeutique identifiés, et de l'intervention qui est en face, de savoir si vous la faites en RATD ou en RATC, et si vous utilisez l'alinéa 1 ou l'alinéa 2 pour le faire. Parce que les prérequis, vous avez compris, ne sont pas les mêmes. Alors, l'Omédite PACA Corse a travaillé avec beaucoup de pharmaciens finalement de la région PACA et en lien avec donc un indicateur CAQES qui va arriver en 2024 sur la région. Et donc, on a produit 2 notes explicatives que vous pouvez consulter tous, qui sont sur le site de l'Omédite. Une note explicative avec une FAQ pour l'alinéa 1 et une note explicative avec une FAQ pour l'alinéa 2, qui reprend tous les aspects juridiques dont je vous ai parlé, parce qu'il est très important de faire attention au respect réglementaire de cette nouvelle mission. Et puis, on propose donc dans la région un modèle d'annexe 2, à la fois pour l'alinéa 1 et pour l'alinéa 2, où vous voyez, pour certains types de problèmes liés à la thérapeutique et certains types d'optimisation proposés, en fonction de 3 profils proposés, donc supervisé, autonome ou indépendant, le pharmacien pourra faire du RATD ou du RATC. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, vous pourrez regarder les types, les conclusions de ce travail du groupe régional. Mais l'idée, c'est qu'on a proposé 3 profils pour d'abord qu'il n'y ait qu'un seul protocole et pas 3 protocoles pharmaciens dépendants, et que éventuellement un pharmacien puisse évoluer dans la progression au fil des années sur ce protocole, en passant d'un profil supervisé à un profil autonome, voire un profil complètement indépendant lorsqu'il maîtrise la situation. Et indépendant, je le répète, quand on parle d'autonome ou d'indépendant, ça ne veut en aucun cas dire qu'on n'est pas dans l'interprofessionnalité. Je vous rappelle que le fondement même de la pharmacie clinique, je discutais avec Fadila tout à l'heure, c'est l'interprofessionnalité, c'est la collaboration médecin-pharmacien. La linéa 2, pareil, là, ce sont des entrées médicaments, donc les IPP, on en a parlé ce matin également, donc effectivement des interventions sur la déprescription des IPP et sur les médicaments du CAQES finalement, et puis ces protocoles d'établissement demandent à ce qu'on travaille sur les antibiotiques également, mais c'est ouvert à tous autres médicaments qui seraient mis au programme d'action de l'établissement. Voilà. Donc, par contre, ceux-là sont obligatoires. Et puis, vous voyez également la dernière colonne sur les médicaments délivrés à la rétrocession. C'est plus compliqué. Le groupe de travail a plutôt pensé que dans ce cas-là, c'était plutôt des RATC que des RATD, par exemple. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis, in fine, dans le protocole, il faudra définir les conditions d'expérience des pharmaciens qui vont faire ces renouvellements, adaptations des formations. Est-ce qu'ils ont eu des formations? Est-ce qu'ils ont fait des DU de pharmacie clinique, oncologique, par exemple? Comme je vois qu'il y avait une feuille d'émargement tout à l'heure sur la table, aussi bien en aura qu'en PACA. Voilà, il faut peut-être faire ces DU pour pouvoir effectivement mener cette mission. Et puis décrire également les modalités de communication au sein de l'établissement entre les pharmaciens et les médecins pour s'assurer qu'il
effectivement, il y aura des communications. Et puis, un suivi d'indicateurs, surtout. Vous voyez ici le nombre de RATD, de RATC fait, le nombre de reprises par les médecins, le taux d'effets indésirables graves déclarés. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup parce que normalement, c'est fait pour les diminuer et pas pour les augmenter, on est d'accord. Et le taux de satisfaction des professionnels. Il y a un questionnaire de satisfaction qui est important, rempli par les pharmaciens et les médecins, justement pour aider les tutelles à la fin à décider si ce dispositif, on le passe dans le droit commun ou pas. Si tout le monde est satisfait, je pense que ce sera le cas. Et s'il y a pas, et si on tue personne. Alors, comme vous l'avez compris, il y a une nécessité de traçabilité des prérequis pour l'alinéa 1. C'est la raison pour laquelle, alors je sais que tout à l'heure, vous allez avoir une présentation de l'unité d'œuvre de pharmacie par l'ANAP qui permet de tracer des indicateurs. Mais là, on est vraiment sur des indicateurs du décret PUI qui ne se retrouvent pas dans l'indicateur UO. Et donc, on a travaillé sur une grille de codification et de valorisation des activités de pharmacie clinique, justement pour tracer ces prérequis et pour tracer également les activités de renouvellement et adaptation des prescriptions par les pharmaciens. Donc, ce document a été publié au mois de mars 2023. Il va être mis à jour là dans très peu de temps suite à des échanges que j'ai pu avoir avec l'INCa et la HAS. Mais vous verrez les nouveautés. Donc, attendez avant d'aller le voir qu'on le mette à jour. Comme ça, vous aurez, ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous aurez que la dernière version. Et donc, on vous propose effectivement une grille de codification qui fait le lien entre l'émission du décret PUI, l'unité d'œuvre et l'indicateur CAQES pour la région PACA. Et qui permet de tracer, de codifier dans le dossier patient, dans les séjours patients, qu'est-ce qu'il a eu comme acte en termes de conciliation, bilan de médication, plan pharmaceutique personnalisé, entretien pharmaceutique ou programme d'éducation thérapeutique, etc. Et tout ça avec une correspondance en matière de valorisation, puisque toutes ces activités pharmaceutiques sont valorisables dans l'unité d'œuvre de pharmacie et avec une incitation dans le cadre du CAQES de la région PACA qu'on va expérimenter pour essayer de le proposer au niveau national plus tard. Je voulais terminer également parce qu'on parlait ce matin de données d'accès vie réelle, etc. Et bien, la pharmacie, ça produit aussi des données et il faut que la pharmacie apprenne à les structurer déjà dans un premier temps, mais aussi à les ranger au bon endroit, à ce qu'elles soient retrouvables. Et pour ça, on avait travaillé dans les bonnes pratiques de pharmacie clinique à définir quel type de document, donc c'est ce que vous avez sur la gauche ici en vert, quel type de document dans notre langage pharmaceutique on produit dans différentes activités. Et puis, on a trouvé les équivalences internationales des documents qui sont produits par nos confrères anglo-saxons, américains, qui sont donc des codes LOINC internationaux qui décrivent ces mêmes types de documents avec ces mêmes types de contenus, avec une appellation officielle de terminologie de référence que vous avez sur la droite. Donc, par exemple, nos avis pharmaceutiques à l'issue de notre expertise, eh bien, ça se range dans une typologie de documents qui s'appelle le compte-rendu de consultation pharmaceutique. Un entretien pharmaceutique éducatif, ça se rentre dans un compte-rendu d'entretien pharmaceutique, etc. etc. D'accord ? Et ces documents que nous sommes censés produire, eh bien, ont été introduits depuis le mois de juin 2022 dans le dossier médical partagé du patient, où vous pouvez retrouver, par exemple ici, dans le DMP version 2022 qui a été publié par arrêté il y a un mois maintenant, vous pouvez retrouver effectivement nouveauté, révolution. Là, c'est de la révolution. Les comptes rendus de consultation pharmaceutique et les comptes rendus d'entretien dans les comptes rendus médicaux. Et donc, ces comptes rendus, bien sûr, sont consultables par tous les professionnels de santé, mais également le patient lui-même qui reçoit une alerte lorsque son compte rendu est mis à disposition dans Mon Espace Santé. Alors, il n'y a pas que les comptes rendus de consultation qui sont produits. Je rappelle que les pharmaciens font également de la conciliation des traitements médicamenteux. Ils peuvent mettre le formulaire de conciliation médicamenteux. Ils peuvent effectivement mettre à jour le bilan médicamenteux du patient. C'est quelque chose qui va être travaillé avec l'ANS pour qu'il soit demain dynamique, numérique, etc. Mais les interventions, Pierrick, tu vois, les interventions pharmaceutiques du pharmacien, elles peuvent être également remontées dans le DMP. Et puis, ce matin, on parlait, c'est Catherine qui en parlait, des plans de soins, des plans de prise pour les patients. Eh bien, l'item planification thérapeutique, terme international,
sert à mettre et à donner au patient son plan de soins dans son parcours, dans mon espace santé. Voilà. Et donc là, je pense qu'on a bouclé la boucle sur la révolution du pharmacien. Clinicien de demain, ce sera peut-être un pharmacien qui fait du suivi thérapeutique, qui fait de l'accompagnement aussi, parce qu'il y a une distinction entre suivi thérapeutique et accompagnement, certaines subtilités, qui le fait de manière interdisciplinaire, avec les équipes médicales, complètement intégrées, et qui trace son activité dans le système de santé et dans les documents des pays hospitaliers et, in fine, DMP du patient. Merci. Un grand merci Stéphane pour cette présentation, mais aussi tout le travail qui est réalisé pour arriver à ce résultat. Et effectivement, tu viens de nous montrer, tu l'as mentionné, moi je présentais hier en cours aux internes, coordonné par Florence, et puis aussi avec une collègue québécoise il y a 2 jours, sur la question de ce qu'ils appellent, eux, et ce n'est pas le cas, le pouvoir de prescription. Et effectivement, je pense que c'est très subtil la façon dont ça a été présenté, abordé. C'est la continuité d'une coopération entre professionnels en apportant de l'expertise pharmaceutique, mais sans aucunement le souhait ou la revendication d'un quelconque pouvoir de prescrire. Et je rappelle que de toute façon, la primo-prescription ne nous est pas accessible dans ce système-là. Par contre, primo-prescription, ça ne veut pas dire que je ne peux pas rajouter un médicament sur un problème d'iatrogénie médicamenteuse ou sur une pathologie qui est déjà identifiée. Donc là, on a eu effectivement aussi un gros travail juridique pour savoir ce que voulait dire primo-prescription réellement par rapport à l'ajout d'un médicament dans une prescription lorsqu'on l'adapte. Et donc, effectivement, les juristes du ministère nous ont bien confirmé qu'on pouvait faire des ajouts, des suppressions. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi, on est bien d'accord, c'est dans l'objectif de le faire en pluriprofessionnel, en interdisciplinaire, avec, si besoin, des validations médicales avant de le faire, bien sûr. Et c'est pour ça que donc, je pense que les 2 termes de révolution et évolution s'appliquent particulièrement à ce que tu viens de nous présenter, parce que révolution, oui, dans la reconnaissance, mais finalement, évolution dans la pratique, puisque comme tu l'as mentionné, c'est aussi le fait de poursuivre, le fait de faire des interventions et de donner... Ce n'est juste qu'une petite évolution d'un point de vue formation, parce que faire de la pharmacie clinique, on en fait depuis longtemps. Si on est là d'ailleurs, c'est bien pour ça. Et de pouvoir transformer les IP qu'on fait simplement en les faisant, pour nous, c'est finalement pas un gros... Et c'est ramener de la fluidité dans le système. C'est pas un gros pas, quoique quand même... il y a quand même une différence entre faire la proposition à un médecin pour qu'il fasse quelque chose dans lequel lui-même va réfléchir sur savoir s'il le fait ou pas, et le faire nous-mêmes directement. Je pense qu'il peut y avoir aussi une auto-réflexion sur le fait des fois de se contenir sur un certain nombre d'interventions qu'on aurait proposées, mais qu'on n'oserait pas faire tout seul. Et d'ailleurs, le dernier point, mais c'est très riche, il y aurait plein de choses à discuter, c'est la question de la traçabilité, donc ça rejoint à ça, et du retour d'informations. Et le fait, effectivement, tu as fini ta présentation par ce qui va être... qui est possible d'être mis dans le DMP, c'est majeur que ça puisse être à cet endroit-là parce que c'est un lieu de partage pour les prescripteurs, les autres praticiens, mais également, tu l'as mentionné, le patient. Et mon dernier message, c'est qu'on cherche beaucoup des moyens de communication ville-hôpital. On essaie de développer des applications locales, des machins, etc., etc. Parce que, effectivement, le national est toujours un peu plus lent. Mais finalement, là, on en arrive avec ce Ségur à avoir un outil qui va finir par avoir les bons documents au bon endroit, à condition que les établissements, bien sûr, alimentent et que tous les professionnels alimentent. Et que je crois que c'est le moment de se dire, peut-être n'allons pas trop loin sur des solutions alternatives à cet outil national, parce que sinon, on va pas arriver finalement à faire du lien ville-hôpital. J'allais demander s'il y a des questions à la salle et je vois un bras qui se lève. Donc, Florence. Moi, j'ai juste une question sur le patient. Pourquoi l'UNDIR, quoi ? Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut qu'on demande de faire notre métier, entre guillemets. Alors, non, alors la discussion, justement, au tout début... Alors, pourquoi lui dire ? Parce que de toute façon, on lui dit simplement qu'un pharmacien va pouvoir le faire. C'est une information. Il me semble que c'est comme la recherche clinique. Ça peut être un document qui est à l'entrée du service et qu'on lui remet à l'entrée en disant, dans ce service, un pharmacien pourra vous prendre en charge, point. Alors moi, j'apporte même un
mon avis, hein, comme on l'a réfléchi, on le fait déjà pour la recherche clinique et l'analyse de données. Hein. C'est dans même, comment dire, il n'y a pas d'opposition à la réutilisation et normalement. C'est ça. Et même quand tu fais tu rentres un patient dans un entretien pharmaceutique à l'officine, il faut son accord. Donc il faut lui dire, c'est un dispositif dans lequel il va rentrer. Donc là c'est pareil, c'est un dispositif dans lequel il va rentrer parce que c'est expérimental. Demain, si ça passe dans le droit commun, il y aura plus ça. Mais de toute façon, il y a quand même un engagement dans les soins de l'équipe. Donc c'est pareil en fait. C'est pas contraignant. En tout cas, la façon dont il a été sorti dans le protocole, in fine, dans la décision, c'est parce qu'au départ, c'est quand même une signature avec un consentement éclairé. On finit avec une non-opposition, simplement une information. Donc, franchement, c'est pas le plus contraignant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai cru voir des mains levées, non? Alors, une question que je vous pose, parce que là, c'est quand même assez nouveau. Parmi vous, dans la salle, pour ceux qui sont en pratique hospitalière, puisque c'est le cas, à main levée, qui a déjà engagé un protocole? Alors, je peux répondre parce qu'effectivement, dans la région PACA, il y a 2 établissements, en tout cas, qui sont en train de travailler sur un protocole qui n'est pas encore déposé officiellement sur la plateforme. Mais effectivement, il y a ta voisine de droite qui a travaillé sur un protocole. Et puis, il y a le CH de Grasse aussi qui a presque déposé, qui est en train de déposer un protocole sur les chimios, tous les deux. Donc, c'est vraiment l'oncologie qui est fer de lance dans ces protocoles de coopération. Alors, c'est pas étonnant que ce soit l'oncologie parce que les pharmaciens et les oncologues sont devenus un peu, c'est comme les pharmaciens et les gériatres, c'est devenu fusionnel. Donc, forcément, voilà. Et je vois, donc pour PACA, je vois Luc qui me faisait un signe de 1. Grenoble, c'est ça? Ah, mince, il me tend la perche. T'as raté, Pierrick. Voilà. C'était. Vas-y, Mathieu. Et c'était juste effectivement de mentionner que, comme moi, je l'ai sollicité, puisque sur la transplantation, on est en train de le faire dans le service où j'exerce. Et j'ai sollicité Stéphane pour avoir toutes les informations la semaine dernière ou il y a 15 jours. Il y a tout ce qu'il faut sur le site de l'Omédie de PACA Corse. Donc, comme il vous l'a montré, je vous invite à aller chercher. Comme je vous l'ai dit, le guide de codification va changer dans 2-3 jours. Donc, avant de télécharger, attendez 2-3 jours. Revenez-y dans 2-3 jours. C'est important parce qu'il y a effectivement, je peux vous le dire pourquoi s'il y a 2 minutes, mais c'est simplement parce que dans nos définitions SFPC, nous avions mis conciliation à l'intérieur du bilan de médication. Et là, la HAS va nous taper sur la tête ou sur les doigts. Et donc, il faut vraiment séparer conciliation du bilan de médication. Donc, il va falloir on retravaille les définitions, mais du coup, là, il y aura une codification potentielle d'une conciliation et d'un bilan de médication séparé et pas intégré. Voilà. C'est sur ce point-là qu'on va modifier le guide de codification. Très bien. Mathieu Boulin. Ma question, c'était plutôt justement des exemples en pratique pour nous donner envie. Est-ce que, par exemple, c'est sur les antiémétiques que vous avez ciblé le protocole? Est-ce que c'est les antidiabétiques du patient cancéreux? Alors, parce que particulièrement l'exemple du CH de Grasse, c'est Benjamin Bertrand. Je ne sais pas s'il est là, peut-être qu'il écoute d'ailleurs en ligne. Benjamin, je parle pour toi. Son protocole, il a du RATD sur pratiquement toutes les thérapies hors onco. Et il a du RATC sur l'adaptation posologique de la chimiothérapie orale, par exemple. Donc, en fait, il y a une très grande confiance des médecins oncologues sur autre chose que de l'oncologie pour le pharmacien. Donc, c'est toutes les pathologies associées, etc. Et sur le médicament oncologique, eh bien, le protocole prévoit plutôt du collaboratif parce que là, c'est le domaine de compétence de l'oncologue aussi et que les décisions sont collégiales. Et ce n'est pas surprenant en soi. Et Françoise, peut-être pour Alors nous, on n'est pas du tout parti sur ça. On est parti sur le renouvellement des thérapies orales et adaptation chez les patients hospitalisés. On ne fera que du collaboratif parce que mon équipe a un peu peur de la clinique, d'accord, et qu'on a envie de se former à la clinique avec nos équipes de médecins et qu'on est plutôt frileux, contrairement à Grasse, à renouveler un antidiabétique, je ne vous le cache pas, alors que renouveler ou en tout cas adapter une thérapie orale avec de la capécitabine, je pense que depuis le temps qu'on fait des entretiens pharma, on est parfois proposé, comme tu l'as dit, on propose à nos oncos, j'allais dire, des adaptations, donc ça, on se le sent, et comme tu dis, c'est plus facile
qui nous disent oui, je suis d'accord avec toi, que là, nous, on va appuyer sur le bouton. Oui. Mais et je pense qu'on a tous peur dans l'équipe et c'est pour ça qu'on part avec ce projet en hospitalisation pour la co-formation. Et l'idée, c'est d'aller aussi plus loin et de travailler avec les IDE, d'accord, et de devenir le pharmacien coordinateur entre les médecins oncologues et les médecins d'hospice, parce que chez nous, des fois, ça se parle pas très bien. Je crois que c'est la richesse de ces protocoles aussi, c'est de pouvoir les travailler localement et donc de faire en fonction des gens qui sont autour de la table. Et c'est ça la richesse aussi, c'est que chacun va pouvoir faire ce qu'il peut et ce qu'il ressent pouvoir et évoluer, parce que peut-être que dans 3 ans, tu me diras, bah, ça y est Stéphane, je suis passé à autre chose. Voilà. Mais ça, c'est important, cette progression, effectivement. Il n'y a pas de questions en ligne. Je regardais s'il y avait des questions en ligne. Donc, on pourrait, ce que je propose, c'est qu'on va effectivement passer à l'intervention suivante et notamment faire le lien, et tu l'as mentionné, la question, on en a parlé il n'y a pas très longtemps à la journée au Médite Auvergne-Rhône-Alpes avec Florence Duruc notamment, sur la question de la prescription de sortie et du lien aussi entre pharmaciens. Et donc, on va accueillir maintenant Dr Olivier Rosaire, qui est président de l'URPS pharmacien. Merci Stéphane pour cette présentation. Donc, président de l'URPS, pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes, et qui va nous parler de place du pharmacien dans l'exercice coordonné. Olivier, à toi. Alors merci Pierrick, merci à tous. Juste en aparté, je voudrais remercier encore une fois mon ami Philippe Pujol, donc le directeur de la Caisse d'épargne, profession de santé, qui nous invite gracieusement dans ses locaux, je tiens à le préciser. Et c'est extrêmement rare qu'il y ait des événements qui soient totalement extérieurs à la Caisse d'épargne, qui soient organisés dans ces locaux. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le faire ce matin à l'ouverture, parce que j'étais resté sur le côté, mais voilà, je tiens quand même à signaler la générosité qu'ils ont eue à notre égard. Merci de cette présentation, merci de cette transition. Donc, j'étais en train de regarder, évidemment, pour la 2e fois, l'intervention de Stéphane, puisqu'on s'est vu il y a 15 jours à Paris. Donc, je ne serais pas gêné, Fadila et Stéphane, vu que je fais la même qu'à Paris, vous regardiez vos mails pendant que je fais mon intervention, même si je vais essayer de l'adapter quand même à ce qui vient d'être dit et à l'ambiance de la journée. Alors, il n'y a pas de distinction qui est faite dans les présentations, dans les appellations, etc. Et c'est bien, je vous remercie, mais on pourrait, par exemple, marquer pharmacien hospitalier ou pharmacien d'officine. En fait, il y a quand même une notion qui est quand même un peu différente, c'est qu'on n'exerce pas dans un écosystème identique. Et sur le sujet de la thématique de l'exercice coordonné, le rôle du pharmacien dans l'exercice coordonné, alors, comme j'ai toujours l'habitude d'expliquer la réalité de ce qui se passe et du concret du terrain, et peut-être que c'est pour ça qu'on m'a donné qu'un quart d'heure et toi une demi-heure, c'est qu'il y a peut-être moins de choses à dire aussi, il l'avait déjà anticipé. C'est le moment détente de la journée. Évidemment, nous, on n'est pas dans le même écosystème. Donc déjà, de principe, alors j'ai enlevé ma slide parce que comme c'est une réunion sérieuse, j'ai enlevé celle que j'avais mis à ta journée. Alors attends, alors comment est-ce qu'on fait pour... C'est la blague du jour, à droite. À droite. Voilà, en fait, j'avais mis cette slide-là à l'époque, il y a 15 jours. On ne peut pas faire de la coordination tout seul. Et j'avais expliqué, peut-être ce sera la définition du mot truisme dans le Larousse 2024. Donc, je refais cette petite blagounette que j'avais bien aimée. Mais effectivement, c'est le témoignage de ce que nous, on peut vivre en officine, contrairement à vous, enfin, notamment aux pharmaciens hospitaliers, parce que vous êtes dans un environnement où vous pouvez le faire de manière, je dirais, assez naturelle, parce que vous êtes dans un environnement coordonné. Vous avez les prescripteurs à disposition, vous avez déjà moins besoin d'outils, parce qu'en fait, entre guillemets, vous le faites sur place. Nous, on a cette difficulté-là, qu'en fait, on est seul dans notre exercice, et que c'est quand même compliqué, parce que pour faire de l'exercice coordonné, en fait, il faut être plusieurs. Alors, je ne parle pas du patient, qui est la relation naturelle, il faut au moins un 3e interlocuteur, et le 3e, c'est quand même en priorité le prescripteur. Après, il y a le médecin traitant. Après, on peut aller l'infirmier s'il fait des soins. Mais pour faire du vrai exercice coordonné, il faut aussi se coordonner en amont. On ne le fait pas comme ça, sans prévenir personne. Moi, j'accueille quelqu'un à ma pharmacie, je lui parle de quelque chose et après, je vais aller interroger le prescripteur et il va dire « mais qui êtes-vous, pourquoi, etc. » si on n'a pas organisé les choses. Donc, c'est vrai que, en fait, quand on regarde aujourd'hui les chiffres de ce qu'on a, nous, alors sur la version onco, dans les entretiens qu'on pratique, nous, à l'officine, on en est à ce chiffre-là. Donc là, vous avez sur le tableau de droite le nombre de pharmacies investies dans les nouvelles missions des pharmaciens aujourd'hui. Alors, une liste qui s'allonge. L'année prochaine, ça ne tiendra pas sur une slide, puisqu'on a encore un nombre de nouvelles missions qui arrivent
via le PLFSS. Mais vous voyez que si on prend les entretiens anticancéreux, c'est 693 officines, ça fait de mémoire 3,5% des pharmacies. Et pourquoi ? Alors, il y a différentes raisons, hein. Je ne vais pas revenir uniquement sur le modèle économique, mais c'est vrai que dans les entretiens qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, AVK, AOD et EASM, on a un peu l'impression parfois de faire de l'entrisme, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir intellectuellement. Il y a des gens qui sont des férus de pharmacie clinique, hein. Alors, celui que je connais le plus, c'est mon ami Eric Ruspini, qui est un vrai drogué de la pharmacie clinique. Bon, mais en fait, il se plaint un petit peu de la solitude de l'exercice. Parce qu'en fait, quand on fait de la pharmacie clinique, on a une vraie relation avec le patient. Mais par contre, si le sujet aujourd'hui, c'est le rôle de coordinateur du pharmacien, là, en fait, il manque quelque chose. Et ce n'est pas le fait d'envoyer le compte-rendu au médecin traitant qui fait, en gros, changer ces entretiens. Donc, les premiers qu'on a mis en place, c'est les entretiens AVK, c'était en 2013. Bon, après, il y a eu l'ASM, les AOD, les bilans partagés de médication, et notamment les bilans partagés de médication. On n'a pas vu une évolution de la pratique de prescription en ville liée à ces bilans de médication. Il y a une évolution un peu naturelle, des recommandations qui changent dans la sphère publique, mais pas vraiment de l'intervention directe du pharmacien d'officine de manière visible. Ça arrive, mais en tout cas, ce n'est pas encore notoire dans les prescriptions qu'on peut voir. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les missions qu'on a prises en priorité, c'est les missions qui ont un vrai intérêt en termes de santé publique. Et pour que ces missions en amont aient un intérêt en termes de santé publique, effectivement, je pense qu'il faut en arriver à faire quelque chose de beaucoup plus coordonné. Et donc, j'ai mis, heureusement est arrivé Oncolink, parce qu'en fait, dans ce dispositif-là, qui reprend, alors le dernier des entretiens qu'on fait, c'est l'entrée cancéro, l'idée que, effectivement, il vaudrait mieux le faire de manière coordonnée. Donc aujourd'hui, on en est encore au stade de l'expérimentation, même si elle commence à avoir un petit bout de temps. Il y a eu la semaine dernière la réunion à Paris sur les porteurs de projets article 51, et donc on peut espérer que ce dispositif se pérennise. Et je crois très sincèrement que ce dispositif-là, alors je vous ai mis la slide qui est présentée des avantages de ce dispositif. Évidemment, parmi les avantages, il y a effectivement le fait d'avoir un parcours de soins coordonné. C'est la logique aujourd'hui qui a prévalu à la mise en place des CPTS, de faire de la coordination sur le territoire. Donc, il faut qu'on puisse le faire sur un grand nombre de sujets. Et j'espère que sur cet article 51, sur Oncolink, c'est quelque chose qui se déploiera sur d'autres choses, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se spécifie uniquement sur l'oncologie. Aujourd'hui, toutes les innovations, il y a quand même beaucoup de champs de l'innovation thérapeutique. Alors, évidemment, le cancer est une grande priorité. C'est vrai qu'on a vu arriver en ville ce qu'on appelle la sortie de la réserve hospitalière. Ça a été d'abord en priorité les médicaments anticancéreux. Aujourd'hui, il y a des domaines, par exemple dans l'hématologie, dans d'autres sujets comme ça, qui arrivent de plus en plus en ville. Donc, il faudra que ce modèle-là soit capable d'être aussi un modèle générique, pas uniquement de généraliser Oncolink pour faire l'oncologie, mais que nous, en pharmacie, en officine, on puisse faire vraiment de la coordination en amont et en aval. Parce que je le redis, ce que j'ai dit à Paris, c'est que dans le développement de la médecine ambulatoire, ou de l'hospitalisation ambulatoire, plus précisément, en fait, on n'a jamais organisé le pendant en ville. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces thérapies que vous connaissez bien, nous, aujourd'hui, elles commencent à arriver de manière massive. Autant des nouveaux anticancéreux, on en avait il y a quelques années, un tous les 6 mois qui arrivait. Maintenant, c'est 1 par semaine. On voit des boîtes arriver à la pharmacie qu'on ne connaissait pas la semaine d'avant. Et quand on regarde la date de mise sur le marché de ce médicament, ce n'était pas il y a 3 ou 4 ans. Ça arrive extrêmement vite et il nous faudrait quasiment... on va dire au moins une demi-journée de formation, 2-3 heures de formation sur ces médicaments-là pour faire, nous, de la vraie clinique et du conseil. Donc, vous appelez ça clinique, nous, on peut appeler ça conseil, pour pouvoir avoir une vraie valeur ajoutée dans notre dispensation. On n'a pas le temps de le faire, ils arrivent tellement vite. Il y a des produits qui arrivent. L'autre jour, je me suis retrouvé avec un Vumerity. Bon, déjà, il faut apprendre les modalités de prescription de ces produits-là. Alors, ce n'est même pas un produit en cours, je vous rassure, si vous ne le connaissez pas. Mais en fait, c'est un médicament spécial. La Sécu me l'a rejeté parce qu'ils m'ont dit que ce n'est pas un médicament spécial. Je suis allé sur la base de données de la Sécu, c'était marqué médicament spécial. Bon, on a ce genre aussi de problématiques. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus exercer, le système de santé étant extrêmement contraint, on ne peut plus exercer seul, alors je parle pour les pharmaciens, mais évidemment pour les médecins, pour les infirmiers et à l'hôpital aussi. La solution, elle est de toute façon collective. Donc, en fait, dans le sujet qui m'a été place du pharmacien, alors c'est à voir, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est un témoignage ? En fait,
c'est un peu les deux. Je pense que la place aujourd'hui, elle n'est pas idéale, elle n'est pas évidente pour nous parce qu'on manque d'outils. Enfin, ça a été dit, hein, tu l'as dit, bon, on a aussi besoin d'outils pour faire de la coordination. Le national se cherche un peu. Et puis, on a besoin d'organiser ça. Et on a quand même l'habitude, nous, dans le système de santé, que les choses soient organisées en amont et qu'on nous propose quelque chose. Ben, nous, dans le cadre de l'exercice coordonné en officine, bon, on ne nous propose pas grand-chose, à part effectivement dans le cadre d'Oncolic. Donc, si on pense que c'est une vraie priorité de santé publique, il va falloir structurer les choses et faire en sorte que les interventions des uns et des autres soient prises en compte. Donc, j'entends aussi le message que c'est compliqué d'aller échanger avec le prescripteur, et encore plus quand c'est des spécialistes férus de leur pratique. Mais bien évidemment, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse avoir un regard croisé sur les choses. Eux, ils voient du domaine de leur spécialité, qui est donc du diagnostic et de la recommandation thérapeutique. Et nous, et plutôt vous pour l'instant, surtout, votre côté clinicien du médicament, spécialiste du médicament. Il n'y a pas de raison que ces deux pratiques soient totalement incompatibles. Donc, ça devait être ma dernière slide. Oui, j'ai voulu faire assez court, j'avais qu'un quart d'heure. Bon, de toute façon, on va y revenir tout à l'heure dans la table ronde. Et puisque j'ai pu obtenir cette salle, je vais pouvoir me permettre de faire une modification au programme qui est prévu pour tout à l'heure. Je souhaiterais que mon amie Félicia participe à cette table ronde, puisque je pense que sur le thème de cette table ronde, qui est le rôle du pharmacien clinicien, je pense que toi, en tant que historique de la SFPC, enfin, qui fait partie des premières officinales à arriver à la SFPC, qui était au départ plutôt hospitalière, je suis sûr que tu vas bouillir à l'intérieur pour intervenir à cette table ronde. Donc, quitte à faire, je te propose de m'accompagner à cette table ronde, entouré de tous ceux qui sont prévus pour cette table ronde. Et je te remercie d'avoir accepté. Merci Olivier et merci Félicia, donc à tout à l'heure. Des commentaires, des questions dans la salle? Ou à distance, peut-être pas encore. Donc effectivement, on voit bien, merci Olivier pour cette présentation dynamique et prospective. Et j'étais en train de réfléchir quand tu mentionnais pharmacien, exercice coordonné. C'est aussi peut-être qu'on attend aussi beaucoup des pharmaciens, beaucoup en ville d'ailleurs à l'officine, mais aussi à l'hôpital, d'être finalement aussi des coordonnateurs de beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y a un peu l'œuf et la poule dans les deux sens, c'est-à-dire que, comme tu l'as bien mentionné, l'exercice coordonné n'est pas forcément si clair que ça. Et ce qu'on peut voir, puisque tu as pris l'exemple, moi je connais un peu, faisant plus de la pneumologie, donc l'asthme par exemple, ce genre de choses, on voit que ça n'a pas décollé depuis maintenant 10 ans, alors que ce qui nous a été présenté par le dispositif Oncolink, visiblement, même si les chiffres sont encore en train d'arriver, c'est que ça marche quand on arrive à donner le cadre. Et aussi qu'il y ait une filière et un parcours patient qui a été bien défini, ce qui, pour asthme et anticoagulant, n'était, enfin je dis pour là, ce n'était pas du tout construit. C'était, voilà, il y a des types de patients et on demandait aux pharmaciens finalement de s'intéresser à ces patients sans lien avec le. Alors d'ailleurs, ça va me permettre de dire quelque chose que j'ai oublié de dire à Paris l'autre jour, c'est que sur la slide, il y avait donc 693 officines qui étaient rentrées dans le dispositif des entretiens assez hauts depuis 2 ans. Dans le cadre d'Oncolink, Florence, on est à plus de 1000 officines. C'est voilà, 1100, 1200, alors que le dispositif n'est pas déployé sur le territoire national. Donc on voit bien que quand il y a quelque chose d'un peu mieux fait et mieux mis sur qui nous est proposé, on sait s'en accaparer aussi. Alors c'est pas encore formidable 1100, mais c'est un cadre expérimental. Mais pour autant, si on devait l'imaginer déployé, de 600, on serait peut-être à 2500 ou 3000, ce qui n'est plus du tout les mêmes chiffres. Ce qui fait réagir Stéphane, et puis ça dit. Ce qui me fait réagir, c'est que donc, tu présentais les chiffres du nombre de pharmacies, j'ai vu les chiffres en valeur absolue aussi. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a si je mets les bilans de médication à côté, enfin de côté, il y a quand même une baisse depuis 2019, 2020, 2021 des AVK, OD, etc. Et une montée quand même en puissance des entretiens onco. Et je pense que c'est aussi lié à toute la dynamique que vous avez dans l'ère du RPS. On ne parle pratiquement plus que des entretiens onco, on parle presque plus des autres. Et je pense que, en fait, ce qui se fait sur le terrain, c'est en fonction de l'animation qu'on met autour, hein, et de la dynamique qu'on met autour. Et là, si on parle que d'oncologie dans une RPS, on n'aura que ceux-là qui vont monter. Les AVK, on va les laisser tomber. Et donc, il faut continuer. Je pense qu'il faut maintenir le discours sur toutes les pathologies. Et voilà, parce que la vocation des entretiens, c'est pas que de faire de l'oncologie en ville, c'est de faire toutes les maladies chroniques quand même. Hein.
Je pense, si je peux me permettre de rajouter quelque chose sur la région, tant que j'arrive à capter un micro. Je crois, c'est ton voisin qui l'a je crois que ça peut dépasser la cancérologie, le modèle, et c'est ce qu'on est en train de montrer avec Oncolink, c'est qu'on va pouvoir le déployer à d'autres pathologies. Il y a quand même un élément clé qu'on ne met pas suffisamment en valeur, c'est que si ça marche, c'est, bon, certes, parce qu'on est dans le domaine de la cancérologie et qu'on a tous envie d'améliorer les choses pour les patients, on les a entendus ce matin, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a du lien et du travailler ensemble entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien d'officine. Chaque patient dans Oncolink qui est vu à l'hôpital, le pharmacien hospitalier appelle le pharmacien d'officine et là, on met en place le parcours, on échange de l'information. Et ça, c'est systématique. Et si on arrivait à déployer cela, ce qui veut dire, bien sûr, une autre organisation, des ressources, etc., eh bien, c'est le réel échange et la vraie coordination pharmaceutique. Le lien ville-hôpital, il a énormément progressé autour des pharmaciens dans la région. Je pense que ça, c'est un élément de réussite. Absolument. Fadila. Olivier, tu nous donnes le modèle d'Oncolink. De ton point de vue de pharmacien hospitalier, quels sont les plus... De pharmacien, pardon. Pharmacien. J'ai cru que j'étais monté en grade. Je me dis merde, il va falloir que je mette un costard la prochaine fois. Non. Alors on recrute, mais point du tout, t'inquiète pas. Si tu... À l'hôpital, ils mettent des vestes quand ils viennent nous voir. Tu es le bienvenu. Je me suis enferrée dans quelque chose. Ne tends pas des perches, je veux dire. Il lâche rien. Hein. Bon, plus sérieusement, oui. Est-ce qu'on est capable de décrire les plus pour le pharmacien d'officine dans le cadre d'Oncolink? Parce que tu dis coordination, c'est très, très vague. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu attends en tant que pharmacien d'officine qu'on t'a donné dans Oncolink? Qu'est-ce que tu peux apporter? Parce que moi, la question que je me pose, je me dis, on est quand même dans un cadre expérimental. Et quand on est dans un cadre expérimental, les pharmaciens hospitaliers, c'est une expérimentation, il faut apporter la preuve que ça va marcher. Donc, ils vont prendre leur téléphone, chère Catherine, mais quand ça va devenir du quotidien, pour la cancérologie qui est complètement en train d'exploser en activité, est-ce que tu es aujourd'hui dans la certitude que ça, on va pouvoir le faire et à quelles conditions? Tu n'as pas parlé non plus de l'échange du système d'information alors que tu es un de ses porteurs au niveau régional. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, les facteurs clés de succès pour que le pharmacien... Oui, non, mais alors, en fait, non, mais ta question est très bonne et j'espère que dans le process d'évaluation d'Oncolink, il y aura quelque chose de subjectif qui sera apporté et ce ne sera pas quelque chose qui va regarder uniquement les chiffres, est-ce que les traitements sont bien suivis, etc. Et sur la question du pharmacien, il y a quand même deux choses qui sont importantes pour nous et qui donc nous font voir cette expérience comme positive. C'est déjà, ça a du sens à ce qu'on fait. Parce que dispenser des traitements qu'on ne connaît pas, dont on découvre la prescription au moment où le patient vient, etc., et que lui voit qu'on ne connaît pas le traitement, etc., bon, ça nous donne un rôle qui n'est pas forcément évident. Alors que du coup, dans le cadre d'Oncolink, c'est très différent parce que pour le coup, on a le temps en amont de se renseigner sur le produit de santé si on ne le connaît pas, et donc on voit qu'on fait partie d'une organisation. Donc ça donne du sens au travail, qui est déjà une notion de manière très générale à tout ce qu'on peut faire dans différents métiers, d'avoir du sens à ce qu'on fait. Et puis deuxièmement, un peu comme sur d'autres sujets, des missions qui ont été données aux pharmaciens, ça donne un regard différent du patient qui vient. Parce qu'en fait, sur ces traitements-là, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, on voit bien quand même qu'avant ça, le patient, il vient en officine et il se dit, oula, vite qu'il me donne, de toute façon, il n'y connaît rien, je ne vais pas lui poser trop de questions parce que le pharmacien de l'officine, ce n'est pas son sujet. Donc on voyait bien qu'on avait ça. Donc le rôle le patient qui vient accueilli dans le cadre d'Oncolink, on voit bien qui ne nous regarde pas, enfin, de la même manière. C'est-à-dire que déjà, il s'intéresse à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut faire par rapport à ça. Il n'y a pas cette rupture qu'il peut y avoir où il est inquiet de se retrouver en ville, à se voir dispenser un traitement par quelqu'un qui il estime qu'il ne le connaît pas, qui ne va pas être en capacité de répondre. Alors que là, non, pour le coup, non. Il y a un regard patient qui a changé et nous, il y a un regard sur notre propre exercice qui a changé. Voilà les deux motifs. Après, sur les outils, bon, évidemment, on le porte au niveau de la région. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc passer hier ou avant-hier dans les mails, dans les échanges sur Oncolink, en disant que j'espère que nous, on aura les outils qu'on utilise aujourd'hui, qu'on pourra continuer à utiliser. Voilà. Je viens d'avoir la confirmation officielle, donc je vais faire un communiqué de presse en sortant de cette salle. Merci, M. Pézère. Merci. Donc, oui, voilà, c'est pour ça. Une dernière intervention, parce qu'après, on pourra reprendre tout ça à la table ronde.
Florence Durup pour la dernière intervention. Oui, merci Pierrick. Je voulais juste compléter les propos d'Olivier. Effectivement, je pense que l'entretien pharmaceutique fait par le pharmacien d'officine tout seul à son comptoir, ça ne fonctionne pas. C'est un des enseignements d'Oncolink. Et on a de nouveaux outils qui peuvent nous aider à les promouvoir auprès des médecins. Déjà, on a bien insisté ce matin, et j'y reviens, sur le fait qu'il est très important que ces entretiens soient prescrits. En fait, donc, il faut que les médecins déjà les connaissent, que ce soit à la fois les médecins hospitaliers, bon, c'est pas le sujet des entretiens anticancéreux oraux, ça je crois que c'est fait, mais les médecins libéraux aussi doivent savoir qu'on peut proposer des entretiens asthme avec AOD, et les patients aussi doivent avoir en fait la motivation par la prescription du médecin pour que lorsque le pharmacien lui propose, il soit enclin d'accepter et de comprendre l'intérêt que ça a pour lui, parce que c'est tout l'enjeu. Et en fait, nous avons de nouvelles structures qu'on appelle les structures d'exercice coordonné. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. Et je pense qu'une des solutions, ça peut être aussi de passer au sein des MSP ou des CPTS qu'on a sur nos territoires, par l'information, par la communication interpro auprès des médecins, en leur disant, voilà, dans la CPTS, il y a des pharmaciens qui sont en capacité de proposer des entretiens, et je pense que c'est un axe de développement vraiment important. Et la deuxième chose que je voulais vous apporter comme information, c'est qu'à l'URPS pharmacien on a commencé à s'intéresser à autre chose qu'aux entretiens anticancéreux oraux, même si c'est toujours très important pour nous, et notamment on travaille sur le développement des entretiens asthme. Donc voilà, j'espère que ça va bientôt aboutir. Merci Olivier, qu'on applaudit. Et on va passer à la dernière intervention. Donc on a parlé de codification, donc on va appeler le docteur Olivier Canon, pour pharmacien à la NAP, pour parler d'un sujet majeur aussi, qui est l'unité d'œuvre, et donc la question de la codification du suivi des activités. Je vais tester tout de suite Il paraît que c'est un peu sensible, mais je crois que vous l'avez vu. Effectivement. Donc, on va revenir sur un sujet qui est très hospitalo-centré. Désolé par avance pour les confrères officinaux. On va parler ici de la nouvelle unité d'œuvre de pharmacie. Donc, je suis pharmacien hospitalier de formation. J'ai travaillé une vingtaine d'années dans différentes PUI des Hauts-de-France et actuellement chargé de mission à l'ARS des Hauts-de-France et donc ponctuellement expert pour le réseau ANAP. Et missionné pour vous parler de ce sujet qui est important, et vous allez voir pourquoi, avec quelques rappels sur ce qu'est une unité d'œuvre. Donc, c'est pas spécifique au milieu hospitalier, c'est un outil de comptabilité analytique courant qui sert à répartir des charges indirectes en fonction de critères tels que les volumes d'heures, chiffre d'affaires, nombre de salariés, pour les imputer par la suite sur un calcul de coût de revient d'un bien ou d'un service. Donc, en d'autres termes, ça caractérise une activité dont il est possible ensuite d'isoler les ressources, en particulier les ressources humaines. Donc, à l'hôpital, vous connaissez tous le point B, les ICR, ça peut être des repas ou des kilos de linge, qui sont des unités d'œuvre qui sont utilisées couramment pour ventiler des charges sur différents services. Au niveau de la pharmacie, la TIH a mis en avant le fait en 2018 que parmi les unités d'œuvre utilisées, celle de pharmacie était particulièrement mal adaptée, peu pertinente, peu fiable, et elle avait confié à l'ANAP la mission de retravailler sur cette question. Un groupe de travail s'est monté pour essayer de valoriser les activités pharmaceutiques, c'est-à-dire d'avoir une unité d'œuvre, une vraie unité d'œuvre qui puisse répondre aux besoins des acteurs de terrain, pharmaciens et contrôleurs de gestion. Je vais vous le répéter souvent, en fait, il y a vraiment ici une articulation à trouver qui est très importante sur ce binôme et qui permet d'objectiver et de quantifier l'ensemble des activités pharmaceutiques pour mieux les gérer, les structurer, les prévoir. Pour ceux qui connaissent l'unité d'œuvre de stérilisation qui est mise en place depuis quelques années, c'est le même principe avec un peu plus de variété au niveau des items. Et l'objectif, donc du début, c'était d'avoir une UO qui soit fiable, reproductible, utilisable dans toutes les PUI et avec des données qui soient le plus facile possible à récupérer, idéalement par une requête, un logiciel, par un clic ou
des items qui seraient automatisables à court ou à moyen terme, voire des données qui étaient déjà existantes. Alors le travail il a été mené, il a débuté, il y avait eu déjà des travaux antérieurs, mais l'outil là que l'on va présenter, il a été développé voilà, entre juin 2020, février 2021, donc pas dans une période qui était très évidente pour les professionnels de santé d'une manière générale. Ça s'est fait sur la base d'un travail pluridisciplinaire avec 26 participants, dont des pharmaciens, des contrôleurs de gestion, directeurs, chefs de pôle, un logisticien, qui ont eu des journées de travail complètes, entrecoupées par des copiles, au cours desquelles chaque étape d'avancée du développement de cet outil était validée par les fédérations, le Conseil national de l'ordre, les sociétés savantes, les syndicats, la TUH, la base d'Angers. Tout ça pour dire que c'est vraiment un outil qui a été développé de façon pluridisciplinaire et qui a été vraiment validé par tous. Ça n'a pas été fait dans des hautes sphères administratives. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Cet outil a été remis à jour en fin d'année dernière, principalement pour le guide d'utilisation, pour qu'il soit encore plus clair, pour pouvoir remplir l'outil. L'outil en lui-même a évolué sur quelques petits points de détail, mais d'une manière générale, c'est une grille, un fichier Excel, qui est prévu pour rester vraiment stable pendant 4 à 5 ans pour avoir sur la durée une fiabilisation des données. Donc, les personnes qui ont travaillé dans ce groupe de travail, donc moi je n'en faisais pas partie, sont parties de données qui étaient déjà à la disposition de l'ANAP, de la SFPC, de la TIH, du CAQES, des expériences antérieures. Bon, voilà, dans notre région, le centre hospitalier de Valenciennes avait développé sa propre unité d'œuvre et tous ces travaux ont pu servir. Il y a plusieurs centaines d'items qui ont été identifiés. Et l'une des premières missions du groupe de travail, ça a été vraiment de sélectionner les items les plus pertinents, encore une fois, les plus fiables, les plus reproductibles, pour arriver à peu près 80 données qui se répartissent de cette manière. Donc, vous voyez l'ancien UO jusqu'à encore, voilà, il y a 2 ans, l'unité d'œuvre de la pharmacie, c'était le nombre de lignes de dispensation de médicaments, de dispositifs médicaux, ce qui peut en partie expliquer parfois certaines incompréhensions entre les directions et les PUI, puisque c'est le 2e budget de l'hôpital et qui ne fait finalement que distribuer des boîtes à différents services. Donc, je schématise grossièrement, mais malheureusement, parfois, on n'est pas si loin de ce schéma. Et on arrive donc avec cet outil sur la valorisation d'activités en lien avec la gestion de l'approvisionnement, en lien avec la dispensation globale, nominative, plus ou moins spécialisée sur les DMI ou les fluides médicaux, les dispositifs d'ATU, accès précoce, accès compassionnel, la rétrocession, tout un panel d'items sur la pharmacie clinique, donc les analyses pharmaceutiques, la conciliation médicamenteuse, les avis pharmaceutiques, les entretiens pharmaceutiques, qui sont parfaitement définis dans le guide d'utilisation, puisque ça a été travaillé par monsieur Stéphane Honoré, et donc qu'on peut quantifier, qu'on peut valoriser au travers de ces items. Des items sur la préparation stérile, non stérile et la radiopharmacie, sur étiquetage, sur reconditionnement de médicaments et dispositifs médicaux, les essais cliniques, un ensemble d'items sur la partie plus managériale, comitologie, les vigilances et aussi gestion, la facturation et des achats. Le travail justement de ce copil et de ce groupe de travail, ça a été un travail très fin puisque les activités ont été chronométrées. On a essayé d'évaluer pour chacune des tâches la charge de travail, le nombre de ressources allouées pour les réaliser. Et avec une élaboration, donc je vous l'ai dit, d'une deuxième version en 2023, pour arriver à finalement un outil, un fichier Excel avec 57 items dans sa version simplifiée, qui représente en tout 97% des missions de la PUI. Parce que là aussi, systématiquement, quand on présente ce type d'outil, quand on commence à l'utiliser, on a des pharmaciens qui nous disent qu'il y a trop d'items, que c'est trop long à remplir, et inévitablement d'autres qui vont dire oui mais ça n'a pas été valorisé. Donc en fait tout à la fin du guide il y a une page entière en fait de tâches pharmaceutiques qui sont réelles, qui sont faites dans toutes les pharmacies, des inventaires, des EPP, des contrôles de prise de fluides médicaux par exemple, mais qui sont restés hors périmètre
parce que pas suffisamment régulière, pas suffisamment reproductible, et en tout état de cause, qui ne représentait pas plus de 3% de l'ensemble des tâches qui sont à réaliser dans une PUI. Et il y a également une unité détaillée, voilà, en fonction des logiciels, en fonction des PUI. Si on peut récupérer un peu plus de finesse sur certains items, on peut choisir, opter pour l'option détaillée et en remplir jusqu'à 68. Tout cela sera transmis ensuite à la TIH pour alimenter l'étude nationale des coûts, le retraitement comptable et la base danger. Donc l'idée aussi, c'est d'essayer de faire d'une pierre 3 coups. Voilà un peu comment se présente l'outil. Donc il y a les 5 premiers items, il y en a 57 en tout, sur lesquels finalement le remplissage consiste à remplir dans la 3e colonne le carré vert, de dire si on est concerné, non concerné, ou si on est apte à remplir l'option détaillée. Une fois qu'on a fait ce choix, les cases à remplir changent de couleur, passent en rouge, et on demande à rentrer, par exemple, voilà, le nombre de lignes, le nombre d'ordonnances, le nombre de chimiothérapie préparées en fonction des types d'items. On rentre la valeur de l'item, et elle est multipliée par un coefficient pondérateur qui est d'autant plus élevé que la tâche mobilise du monde, que la charge de travail est importante, pour finalement obtenir un nombre d'unités d'œuvre calculées qui s'additionnent donc à la fin de l'outil. Sur la pondération, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça a été des calculs qui étaient très complexes, mais qui, vous le voyez, prenaient en compte le temps de la charge de travail sur chacun des items, en pondérant aussi si c'était des tâches qui étaient allouées aux pharmaciens hospitaliers, aux préparateurs ou à d'autres agents. Toujours avec la même volonté, les mêmes caractéristiques souhaitées. Et pour avoir un ordre d'idée, l'item délivrance globale d'un médicament, enfin, ou d'un médicament ou d'un dispositif médical hors DMI représente une unité d'œuvre. Et lorsque l'on va passer sur de la dispensation de DMI, plus complexe pour diverses raisons, il y aura un coefficient pondérateur qui générera d'autant plus d'unités d'œuvre. 3 rappels très importants qui ont été rajoutés sur la version 2 du guide d'utilisation. C'est, comme le disait Stéphane Honoré, les items se focalisent uniquement sur les missions du décret PUI. Alors ça, pour bien expliquer d'un point de vue comptabilité analytique, si un pharmacien, par exemple, est dédié à temps plein sur le choix, le paramétrage, la mise en œuvre d'un logiciel de prescription, qui est une mission tout à fait importante et qu'il faut promouvoir, il faudra finalement allouer cette ETP de ressources pharmaceutiques sur la section d'analyse de la direction de l'informatique et pas sur la PUI. Après, ça, c'est des logiques de comptabilité analytique, justement, qu'il faut pouvoir discuter avec les contrôleurs de gestion. D'une manière générale, de ne pas compter 2 fois le même item. L'exemple type, c'est la préparation. À partir du moment où on comptabilise le nombre de préparations magistrales que l'on a produit sur une année, il ne faut pas compter autant de dispensations de préparation magistrale. Voilà, c'est la préparation magistrale sous-entend que derrière, elle est dispensée à un patient. Et dans le même esprit aussi, là-dessus, il y a eu un peu plus de débat et il a fallu arbitrer sur les activités de production, pharmacotechnie, radiopharmacie, stérilisation. Il a été décidé que sur la même logique, les unités, enfin les valeurs qui sont quantifiées englobent l'ensemble de l'activité en lien avec la production. L'exemple, c'est aussi voilà, la préparation de la poche de chimiothérapie. Si vous en avez préparé 1000, vous mettez 1000 dans la case préparation de chimiothérapie, mais vous ne mettez pas 1000 analyses d'ordonnance correspondantes, puisque l'analyse d'ordonnance a été comptabilisée et pondérée au niveau de l'outil. Au final, le gros intérêt que l'on voit à cette unité d'œuvre, c'est, je vous l'ai dit, c'est de renforcer le dialogue de gestion entre les pharmaciens et les contrôleurs de gestion. Et on voit vraiment que c'est pas toujours, c'est loin d'être naturel dans beaucoup d'établissements. Et ça peut poser des problèmes. L'objectif, c'est d'objectiver l'allocation des ressources, de ventiler les charges de travail et les coûts de la PUI sur les différents services de l'hôpital. Alors, on a des exemples dans la région où les pharmaciens ont rempli le tableau avec tous les items et au final, ça n'a jamais été remonté dans
le RTC parce qu'ils ne connaissent pas le contrôleur de gestion qui gère le retraitement comptable ou parce que l'établissement n'a pas rendu son retraitement comptable. Voilà, c'est des exemples de mauvaise coordination, de mauvais dialogue de gestion. Il faut aussi voir cet outil comme une aide pour piloter son service, c'est-à-dire de pouvoir objectiver, de pouvoir voir, répartir ses ressources humaines en fonction de ses activités, de pouvoir se comparer à d'autres établissements pour voir si on n'a pas, si on peut pas adapter, si on peut pas adapter ses ressources, notamment en cas d'évolution aussi, d'avoir des arguments objectifs en cas d'augmentation d'activité pour essayer d'augmenter les ressources humaines en regard au taux d'augmentation. Ça peut faciliter aussi ce fameux dialogue avec les directeurs. Les comparaisons, je vous en ai parlé, ça peut servir aussi pour des organisations, quand on projette une organisation à l'échelle territoriale ou quand on projette une reconstruction d'hôpital. C'est vrai que c'est des données qui vont servir pour vraiment quantifier les besoins. Là-dessus, je vais passer assez vite, mais c'était une enquête qui a été faite dès le début auprès des premiers pharmaciens qui ont testé l'outil et qui finalement ont se sont tout de suite mis en relation avec leur direction de l'informatique, leur direction des finances naturellement et ont repéré dans 55% des cas des changements de pratiques au sein de leur pharmacie, des meilleurs échanges avec leurs services. Pour 38% d'entre eux, il y avait une réflexion interne qui s'était enclenchée et même pour 5%, vraiment une réorganisation partielle du service qui a accompagné en fait la mise en œuvre de l'outil. Donc vraiment, dès le début, il a été objectivé des conséquences sur l'utilisation de l'outil. Alors ça, ce sont des communications qui sont plus obscures pour nous de pharmaciens qui nous viennent de l'ATIH, mais juste pour résumer, on se retrouve désormais maintenant avec 6 sections d'analyse au niveau de la pharmacie. La stérilisation, les préparations stériles, chimio et nutrition parentérale et la radiopharmacie pour lesquelles les unités d'œuvre calculées vont être ventilées totalement service par service. La rétrocession, c'est une section d'analyse qui est un peu à part, puisqu'en fait, on compte les recettes, on compte les ressources humaines, et c'est une activité qui n'est pas reventilée sur les services de la pharmacie, qui est un peu à part dans le retraitement comptable. Et pour toutes les autres tâches qui sont listées, dont on a parlé tout à l'heure, hors production, la ventilation se fait comme maintenant, c'est-à-dire globalement en fonction du nombre de lignes de dispensation par UF. J'ai demandé à mon contrôleur de gestion, parce on travaille nous aussi en binôme sur cette question, de voir à quoi ressemblaient ces fameuses sections d'analyse. Mais globalement, je pense que c'est sûrement connu des pharmaciens, chefs de service de PUI. Mais sur chacune des 6 sections d'analyse, on demande de répartir le nombre de TP de personnel médical et de personnel non médical. Et ensuite, il y a un gros travail qui est fait côté contrôleur de gestion qui peut être beaucoup plus obscur pour nous. Dernier point, en fait, c'était juste un retour de notre expérience au niveau des Hauts-de-France, c'est-à-dire que l'ATIH nous a demandé de faire un retour suite à la première campagne, donc c'était en 2022, campagne RTC 2022 sur les données de 2021, parce qu'en fait, dès le début, on a essayé de porter cet outil parce qu'on était convaincu de son intérêt. Le contrôleur de gestion et le pharmacien que je suis ont été persuadés que c'était important, donc on n'a pas fait grand-chose, mais finalement, dès le webinaire de lancement de campagne, on a demandé aux contrôleurs de gestion d'inviter leurs pharmaciens, au moins pour la dernière demi-heure où allait être abordée la question de l'UO-Pharma. On a créé un groupe de travail régional sur l'UO-Pharma pour les pharmaciens, mais qui ont assez spontanément invité les contrôleurs de gestion. À cette occasion, beaucoup de questions ont été posées. On a pu répondre à une certaine partie d'entre elles et beaucoup d'autres questions sont restées en suspens et ont permis de réfléchir avec le groupe de travail national sur la mise à jour de l'outil. Et ce que l'on a tenu à faire, c'est une restitution des résultats, c'est-à-dire que pour tous les établissements qui nous ont renvoyé leur unité d'œuvre, notre contrôleur de gestion a fait des analyses pour qu'ils puissent se situer par rapport aux établissements, la moyenne de la région, et aux autres établissements de même catégorie. Et pour l'instant, on était donc sur la première année, on en est encore aussi à repérer certaines atypies, c'est-à-dire certains résultats qui sont incohérents et des items qui ont potentiellement pas été correctement compris. Et donc, la deuxième année, cette année, en 2023, sur les données de 2022, on a refait une réunion. Vous voyez, on a fait une réunion par an
sur 2 heures en visio, donc on n'a pas sursollicité les pharmaciens. Et donc à cette occasion, on a pu justement voilà, expliquer, promouvoir le nouveau guide avec les nouvelles explications. Donc le travail notamment de la première réunion de ce groupe régional a été aussi très productif pour la NAP et pour la TIH pour faire évoluer son outil. Alors ça, c'est l'exemple d'analyse que l'on a pu renvoyer aux établissements. C'est un peu brut, c'est du fichier Excel, mais vous voyez que c'est un établissement donc, avec un budget de 20 à 70 millions pour la catégorie. Et vous voyez que sur l'item 5, par exemple, qui est celui de la rétrocession, ils ont fait un calcul de 339 000 unités, ce qui est 267% de la moyenne des établissements de même catégorie. Donc là-dessus, on peut se pencher pour voir. Alors, a priori, la rétrocession, c'était ce qui est comptabilisé, c'est le nombre d'ordonnances. Ça aussi, ça a fait un peu débat, mais on compte le nombre d'ordonnances, quel que soit le nombre de renouvellements. Il est très probable que l'établissement les ait comptés en nombre de lignes ou en nombre de passages du patient, par exemple. Ils avaient aussi des chiffres qui étaient beaucoup plus élevés sur l'accès précoce, accès compassionnel, sur les avis pharmaceutiques également. Donc peut-être qu'ils en font plus, mais peut-être qu'ils ont aussi mal compris un item. Donc ça, c'était pour ça peut leur permettre voilà, de se situer et éventuellement de voir si tous les items ont bien été compris. Alors, on a fait ce retour d'expérience au niveau de la TIH en espérant que nos actions aient porté leurs fruits, parce que sinon, ça aurait forcément fait un peu tâche. On était content parce qu'on a été la région quand même qui a accumulé le plus de retours du haut pharma en 2021. Bon, malheureusement, en 2022, on a descendu un petit peu, mais d'une manière générale, sur le retraitement comptable, il y a eu une année ici, cette année difficile pour de multiples raisons. On a quand même des régions, vous voyez, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire et Grand Est qui ont amélioré leur score, qui ont aussi fait, alors je ne sais pas exactement quelle était leur stratégie, mais qui ont réussi aussi à mobiliser. D'une manière générale, on avait aussi un réflexe de dire, ce n'est pas obligatoire, mais on l'a demandé systématiquement à tous les établissements, et quand ce n'était pas rendu avec le retraitement comptable, on avait le réflexe de le redemander aux contrôleurs de gestion. Je sais qu'en Occitanie, ils ont fait aussi la même chose, et ils avaient aussi des résultats qui étaient assez intéressants. Donc, vous retrouverez sur la présentation les liens utiles pour retrouver l'outil, pour retrouver le guide. Il y a un système aussi sur le site de la NAP pour permettre de poser des questions sur un item en particulier à l'expert qui a travaillé sur les items correspondants. Et j'avais mis juste deux toutes petites diapositives sur une troisième utilité, on va dire, une quatrième même utilité de cet outil. C'est la NAP, en fait, a créé un tableau de bord, un outil qu'on est assez peu à connaître, je pense. Un tableau de bord qui permettait, en fait, de créer son propre bilan d'activité avec la création de graphiques qui était adaptée, etc. Et donc, on avait suggéré l'idée à Hélène Echénier de rajouter, de remplacer peut-être certains items ou de rajouter les items de l'UO Pharma pour qu'une fois calculé pour le retraitement comptable, ça puisse aussi servir à incrémenter son bilan d'activité. Donc là aussi, j'ai mis le lien pour télécharger la nouvelle version. Donc encore une fois, tout ce travail a été vraiment de coordination du groupe de travail national et les avancées qui ont été faites, on le doit énormément à Hélène Echénier, en fait, que je remplace ici aujourd'hui, qui finalement a rejoint l'Omedit Île-de-France et que je ne remplace pas ponctuellement expert de la NAP, mais on m'a posé plusieurs fois la question, je la remplace pas. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu irremplaçable et qu'on peut lui rendre un hommage parce que sur ce travail, on lui doit vraiment beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Une pensée à Hélène, effectivement, qui est maintenant à l'Omedit Île-de-France. Je regarde l'organisation. Avait-on prévu une pause ou pas du tout pour savoir le timing que nous maintenons? Et donc, c'était voilà, avant d'ouvrir le champ aux questions, mais restez avec nous. Oh oui. Et donc, il y a une question de... Attends, je te donne un micro. Merci. Alors, donc, la question posée par chat, c'est pour vous, quel personnel dédié à cette comptabilité? PPH, secrétaire, contrôleur de gestion et combien de TP?
Alors, pour l'avoir connu, en fait, j'ai eu des chefs de service dans mon expérience qui étaient très attachés à cette comptabilité analytique. Alors, ils n'ont pas réussi. Enfin, Valenciennes avait réussi à le mettre en place. Douai n'avait jamais réussi parce que en le faisant seul dans son coin, en créant un outil de répartition des charges interne à l'hôpital, c'est vrai que c'est difficile de porter ce projet tout seul. Mais pour autant, à Douai, donc il y avait un bilan d'activité qui était très très fourni avec beaucoup d'items et qui était réparti en fin de compte sur toute l'équipe. En général, c'est chaque pharmacien de secteur générer ses propres statistiques sur ses contrôles, sur ses chimios et beaucoup de personnel aussi participer, les secrétaires pour comptabiliser le nombre de participations aux différentes commissions, les agents administratifs pour le nombre de factures. Je pense que la bonne solution, c'est de le répartir sur son équipe, on répartit le travail. L'idéal, c'est de pouvoir le faire au fur et à mesure de l'année et d'avoir cette organisation, sachant que l'espoir, c'est que les éditeurs de logiciels fassent évoluer leurs solutions pour pouvoir avoir ces informations de façon la plus automatisée possible. C'est ce qui s'est passé avec l'UO Pharma. C'est ce qui s'est passé avec la radiopharmacie. Je ne vais pas insister sur les items de radiopharmacie, mais quand j'en ai parlé à nos collègues radiopharmaciens, ils nous ont dit, on leur a communiqué les items, ils ont dit « Ah bah ça c'est bon, c'est déjà ce qu'on met dans nos bilans d'activité, c'est déjà ce que nous fournissent les logiciels. » Et je sais que Pharma, différents logiciels sont déjà en train de travailler. C'est aussi l'intérêt d'avoir un outil commun, un outil national. Merci. Stéphane. Merci beaucoup Olivier pour la présentation. Et je voulais rebondir sur un point, c'est que tu as insisté sur le guide à lire. Je réinsiste de bien dire à lire avant de remplir la grille, parce qu'effectivement il y a des définitions. Et dans ta dernière diapositive, quand tu as montré le montant des avis pharmaceutiques là, avec 5000 et quelques, je l'ai regardé la base nationale de tous les établissements parce que la TIH me l'a transmise. En 2021, c'est clair que la pharmacie clinique, on ne pourra pas l'interpréter parce que avis pharmaceutique, ce n'est pas le nombre de fois où je réponds au téléphone, quoi. Voilà. C'est le document qui est issu de l'expertise pharmaceutique, etc. Donc, et souvent, certains établissements ont mis le même chiffre, exactement le même, entre les IP et l'avis pharmaceutique. Alors qu'on leur dit bien, on ne compte pas deux fois la même chose. Bon, non, c'est pas grave, on met parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, je pense qu'il faut faire attention, il faut vraiment lire les guides et les guides de codification, poser des questions. Il y a alors, tu l'as peut-être pas dit, mais du coup, il y a la possibilité d'avoir, s'il y a une question sur un indicateur qui n'est pas compris, de poser la question, ça arrivera à un expert qui va répondre à la question. Je crois que c'est très important. On a un enjeu important dans la fiabilité. Parce que là, pour l'instant, on peut considérer que 2021 n'est pas fiable. J'espère que 2022, avec la nouvelle fax, ça va changer, mais ce n'est même pas sûr parce qu'il faut s'astreindre à lire les guides avant de répondre aux indicateurs. Et l'enjeu que ça soit fiable, c'est qu'effectivement, comme tu l'as écrit, il y a une transmission à l'étude nationale de coûts, il y a une transmission à l'étude nationale de coûts. Ça sert à quoi, d'après vous? Ça sert à quoi, l'étude nationale de coûts? Voilà. Donc, si on a un outil fiable de recueil de l'activité de la pharmacie hospitalière qui devient fiable et qui est transmise à l'étude nationale de coûts, nos tutelles sauront combien coûte la pharmacie hospitalière et permettront de financer les activités de pharmacie hospitalière. Et donc, ça répond à la question combien de personnel. Je pense que c'est un enjeu pour nous que la PUI ne soit plus une boîte noire. Je suis sûr que ça soulève des réactions. Il y a presque aussi une cinquième utilité à ça, c'est que Hélène Echénier et aussi Patrick Rambourg, le président de la section H, avaient aussi pour objectif de se baser sur ces résultats d'analyse des UO Pharma, des définitions précises, pour porter le message au niveau de l'EHESP. C'est-à-dire d'expliquer aussi, de s'aider de cet outil pour expliquer aux directeurs les différentes tâches qui sont réalisées dans une pharmacie hospitalière. C'est sans doute un point qu'on va discuter aussi après. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, commentaires? Où on va, dans les temps, clôturer comme ça cette session. Donc, je vous remercie d'applaudir tous les intervenants.
Et je vais passer le relais à nos collègues Claudine Gare et Luc Foroni qui vont animer la table ronde.